merci Hugo pour la présentation. Donc, le comité d'organisation m'a demandé de vous faire une présentation en français de mon parcours de recherche depuis ces dernières années sur les virus. Donc je voudrais d'abord remercier Hugo pour la présentation, le Collège de France d'avoir choisi mon travail pour ce prix Lacassagne de cette année. Donc c'est un immense honneur pour moi et j'en suis heureux et très fier. Donc avant de commencer à vous parler des virus émergents, je voudrais passer quelques minutes et vous parler en fait de virus, de ce que c'est qu'un virus et pourquoi c'est important de travailler sur les virus et pourquoi les virus, ce que nous ont enseigné en fait les virus sur notre biologie. Donc en fait, pardon. Donc moi j'étudie les virus depuis pratiquement 20 ans. J'ai toujours été fasciné par la question de comment des entités aussi minuscules sont capables d'accomplir des choses aussi extraordinaires avec si peu. En fait, j'ai trouvé ça dans ces chiffres en lisant des revues. Les virus sont les entités biologiques les plus abondantes sur notre planète. Il y a 10 puissance 31 virus qui ont été identifiés et il est supposé qu'il existe 10 puissance 23 infections qui se passent toutes les secondes. Je trouvais ces chiffres exceptionnels. Et en fait, une caractéristique des virus, c'est que les virus sont des maîtres en matière d'économie génétique. Ce que je veux dire par là, c'est que les virus ont pour la plupart un génome petit, compact, qui va contenir environ 1 million de fois moins d'informations génétiques que la cellule qu'il va infecter. Et donc, il ne peut pas coder pour tous ces facteurs, donc il doit les voler, les usurper de la cellule. En fait, les virus codent que pour quelques gènes et doivent faire des choses exceptionnelles avec si peu d'informations génétiques. Alors un virus est continuellement en train de trouver des stratégies pour pouvoir entrer dans sa cellule, injecter son génome, exploiter la machinerie cellulaire pour synthétiser ses gènes et répliquer son génome. Et tout ça en exploitant, en bloquant, en inhibant un arsenal de défense immune qui ont été mises en place par la cellule pour lutter contre l'invasion virale. Et une fois ces étapes terminées, le virus doit penser à packager son génome au sein d'une capside virale qui va le protéger, trouver des stratégies d'assemblage pour pouvoir ensuite sortir de la cellule et infecter une autre cellule. Donc les virus, en fait, à l'extérieur de leur hôte, les virus sont basiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants de leur hôte pour accomplir toutes les fonctions dont je viens de vous parler. D'accord ? Et ça, c'est très important, puisque si on comprend comment un virus... Excusez-moi. Voilà. Et si donc on comprend comment un virus interagit avec son hôte, donc on va avoir des informations de qu'est-ce que le virus a besoin pour se répliquer, des stratégies virales mises en place par le virus, donc on va pouvoir le stopper. Et d'autre part, on va comprendre, on va avoir des informations très très importantes de comment notre hôte fonctionne, que cet hôte soit un humain, un moustique, une plante ou un quelconque microbe. Donc les virus, en fait, sont avec nous depuis la nuit des temps et au cours de la Révolution, ils ont appris à connaître les coins et les recoins de la cellule. Et la recherche sur les virus a apporté de nombreuses découvertes dans pratiquement tous les domaines de la biologie. Par exemple, dans le cas du cancer, grâce aux virus, on a découvert les proto-oncogènes, les proto-oncogènes, les suppresseurs de tumeurs. On a compris comment nos gènes sont exprimés, comment notre ADN se réplique. On a aussi appris des choses importantes sur notre évolution, sur l'architecture, notre génétique de l'homme, sur les mécanismes de défense cellulaire, notre système immunitaire. Et les virus aussi nous ont permis de faire des avancées très très importantes en biotechnologie, puisque comme les virus sont à l'origine de notre développement de vaccins, de la thérapie cellulaire, mais aussi du système CRISPR, qui est en fait un système ancestral que les bactéries ont mis en place pour lutter contre les bactériophages, donc une population de virus. J'ai mis cette diapositive pour vous illustrer un petit peu
de quoi on parle, c'est que chez l'homme, il a été recensé qu'il existait pratiquement 10 puissance 13 particules, virus que l'homme héberge. Donc on est un réel écosystème. Et comme vous le voyez ici, la plupart des virus qui nous hébergent, en fait, vont avoir un rôle bénéfique pour l'hôte, soit en régulant notre microbiote, soit en éduquant notre système immunitaire. Et comme le montre cette diapositive, il y a très peu de virus qui, en fait, vont causer des maladies chroniques ou aiguës. En fait. La plupart, en fait, des maladies virales que l'on connaît chez l'homme viennent, en fait, sont transmises par des animaux ou des insectes. En fait, ces animaux et ces insectes vont muter, souvent utiliser le récepteur équivalent chez l'homme pour pouvoir passer ce qu'on appelle faire des sauts d'espèces, crossing les barrières d'espèces, pour ensuite infecter l'homme et créer des épidémies. Et ces mécanismes d'émergence virale, maintenant, on commence à comprendre d'où ça vient. C'est essentiellement dû aux changements environnementaux, aux changements climatiques et l'activité humaine et l'augmentation de la densité des populations. Donc ça, j'ai mis cette diapositive, j'ai mis ce point-là, c'est qu'on a fait une exposition, si vous voulez en savoir plus, sur les virus émergents avec l'INSERM, et donc j'ai mis ce lien pour les personnes que ça intéresse. J'ai représenté sur cette diapositive, en fait, la cartographie des épidémies qu'on a eues ces 20 dernières années. Et comme vous le voyez, en fait, ces épidémies sont de plus en plus fréquentes. On sort à peine du SARS-CoV-2, du Covid, qu'on a le monkeypox, et on a vu depuis 2000 apparaître souvent des virus respiratoires. On a eu 3 coronavirus, le SARS-CoV, le MERS, le SARS-CoV-2, des virus causant des fièvres hémorragiques, Ebola, Margour, et, ce qui est très surprenant, plusieurs épidémies de virus qui sont transmis par des moustiques, dengue, chikungunya, Zika, fièvre jaune. Voilà, donc moi j'ai commencé ma carrière sur un virus émergent que vous connaissez tous, qui s'appelle le virus VIH, qui a été transmis à l'homme par le singe. Donc ce virus a été découvert par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier à l'Institut Pasteur, ce qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2008. Et en fait, ce virus est l'agent causal de la maladie SIDA, qui est en fait un syndrome d'immunodéficience qui est dû en fait à la destruction par le virus des cellules T CD4 qui sont les chefs d'orchestre de notre système immunitaire. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le mécanisme d'entrée de ce virus. Alors le virus VIH, c'est un virus enveloppé, et comme tous les virus enveloppés, sa capside virale est entourée par ce qu'on appelle une enveloppe virale, qui est issue du lieu d'assemblage de ces virus. Et le VIH et tous les virus enveloppés entrent dans la cellule de la même façon par un mécanisme de fusion entre l'enveloppe virale et les enveloppes cellulaires, ce qui va ensuite permettre donc à l'entrée de la particule virale dans le cytoplasme. Et en fait, ce processus de fusion, il est déclenché par des entités spécifiques qui sont à la surface des virus, qu'on appelle les glycoprotéines d'enveloppe virale. Alors ces glycoprotéines d'enveloppe virale, elles agissent toutes de la même façon. Donc, en fait, l'étape d'entrée des virus enveloppés se passe toujours de la même façon. Il y a une étape qu'on appelle de binding, où l'enveloppe virale va interagir avec des récepteurs cellulaires qui vont lui conférer son tropisme. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle une étape d'activation, qui est en fait une étape qui va permettre l'activation des propriétés physiogéniques des glycoprotéines d'enveloppe et exposer, en fait, l'exposition de ce qu'on appelle un peptide de fusion, qui est une séquence d'une trentaine d'acides aminés hydrophobes qui va harponner la membrane cellulaire et déclencher le processus de fusion. Et dans le cas du VIH, sa glycoprotéine d'enveloppe est composée de 2 sous-unités, la GP120 qui est la protéine responsable de l'interaction avec les récepteurs cellulaires et la GP41 qui, elle, est la protéine qui va déclencher le processus de fusion. Et quand j'ai commencé mon postdoc, on savait qu'en fait, très tôt, on a su que le virus VIH ciblait en fait, l'antigène CD4, très tôt après la découverte du virus. Et
on a très vite compris que cette interaction était importante, mais insuffisante pour déclencher ce processus de fusion. Et il a été mis en lumière qu'il existait en fait une molécule que beaucoup ont appelée un corécepteur, un second récepteur ou un cofacteur, qui manquait donc dans ce processus. Voilà. Et il a fallu pratiquement 13 ans de recherche intense et malheureusement infructueuse pour que l'équipe de Edward Berger aux États-Unis, par une technique très élégante de clonage fonctionnel, a permis de découvrir une protéine qui s'appelle fusine pour sa capacité à médier la fusion du VIH, qui est en fait un récepteur à 7 domaines transmembranaires appartenant à la famille des récepteurs aux chimiokines, en fait. Et en fait, cette découverte a été un boom colossal dans le field du VIH, puisqu'elle a, quelques semaines après la découverte de fusine, plusieurs laboratoires en back-to-back dans la nature ont découvert une protéine qui s'appelle CCR5, qui, en fait, qui est utilisée par des souches virales qu'on appelle aujourd'hui R5, mais qui sont importantes dans la transmission du virus, qu'on détecte dans les phases précoces de la maladie. Et en fait, la découverte de CCR5 fitait parfaitement avec un papier qui était publié dans Science quelques semaines avant la découverte de fusine, qui montrait que les ligands, les 3 chimiokines, Rantes, MIP1 alpha, MIP1 bêta, étaient capables de bloquer l'infection des souches virales qui utilisaient ce récepteur. Donc moi, j'ai commencé mon postdoc dans cette mouvance scientifique, c'était exceptionnel, avec comme projet ambitieux de découvrir quel était le ligand du récepteur fusine, qui était en fait connu sous notre nom Lester, avec l'hypothèse que ce ligand pouvait être une chimiokine dotée d'une activité antivirale. Et donc, en collaboration avec avec 2 équipes suisses, où on avait une collection de chimiokines à les mains, on a fait des expériences extrêmement simples, où on a testé la capacité antivirale de toutes ces chimiokines, et on a découvert une qui s'appelle SDF1, qui est une CXC chimiokine. SDF1, ça veut dire Stromal Derived Factor 1, qui était capable de bloquer toutes les souches virales qui utilisaient le corécepteur Lester, et bloquer, on le voit ici, l'étape donc de fusion. Et il a été très facile ensuite, par des expériences de chimiotactisme et de binding, de montrer qu'en fait, SDF1 était le ligand naturel de Lester fusine et qu'il bloquait en fait l'infection des souches virales qu'aujourd'hui on appelle X4 et qui émergent dans les phases tardives de la maladie SIDA. Donc cette découverte a été très très importante, puisqu'elle a permis de renommer SDF1. SDF1 aujourd'hui est renommé CXL12 et Lester fusine est renommé CXR4. Voilà, donc outre le rôle de ce couple dans l'entrée du virus VIH, on sait aujourd'hui que le couple CXL12 et CXR4 joue un rôle dans plusieurs situations physiologiques comme la lymphopoïèse, l'hématopoïèse, l'angiogenèse, l'organogenèse, mais aussi dans des situations physiopathologiques comme certains cancers ou le syndrome WHIM, qui est une maladie génétique due à une mutation gain de fonction dans la queue cytoplasmique de CXR4 qui lui donne en fait une activité de signaling extrêmement importante, et le récepteur ne peut pas se désensibiliser. Je me suis ensuite intéressé à des virus qu'on appelle les arbovirus. Alors ces virus sont des virus qui ont la particularité d'être transmis par des insectes hématophages, donc, qui peut être un moustique ou un tic, et ces virus donc circulent entre l'hôte vertébré, qui peut être un singe, un oiseau, un homme. Voilà, donc je me suis intéressé sur ces virus. Alors ces virus, en fait, et les virus notamment qui sont transmis par les moustiques, représentent les maladies virales qui sont en train d'émerger actuellement, qui continuent tout le temps d'émerger. Donc on voit ces virus-là, ce qu'on appelle des mosquito-borne virus, ce sont tous des virus enveloppés ARN, qui sont décomposés dans 3 grandes familles de virus. Les flavivirus, donc les plus connus sont le virus de la dengue, qui circule partout dans le monde, là, le virus de la fièvre jaune et le virus Zika qui a émergé en 2015. Il y a aussi
les alphavirus, donc le représentant, vous avez tous entendu parler du virus chikungunya. Je reviendrai tout à l'heure sur ces 3 virus ici en couleur. Et il y a encore une catégorie de virus qu'on appelle les bunyavirus, et notamment Oropush, qui est un bunya qui est en train d'émerger en Amérique centrale et en Guyane. Alors, la dengue, la maladie dengue, en fait, est l'arbovirose la plus répandue dans le monde, puisqu'elle touche 4 milliards il y a 4 milliards de personnes qui sont à risque, 100 millions de cas de dengue par an, et souvent chez les enfants, cette maladie est létale, puisque les enfants vont mourir d'une fièvre hémorragique ou d'un syndrome de choc. Alors la dengue, elle est causée par les virus de la dengue, il y en a 4 en fait, qui sont génétiquement très proches mais distincts, et qui en fait pose un problème dans la vaccination contre la dengue, puisque ces 4 sérotypes circulent et on n'arrive pas à en bloquer un tout en bloquant les autres, en fait. Donc le virus Zika, lui, c'est le deuxième virus dont je vais vous parler aujourd'hui. Il a émergé en 1940. On l'a isolé en fait en 1947 dans la forêt de Zika chez des singes qu'on utilisait pour surveiller les épidémies à la fièvre jaune. Donc ce virus a ensuite fait quelques foyers épidémiques sur les îles Yap pour aller faire une première épidémie en 2014 en Polynésie française, et ensuite aller dans une seconde vague faire une deuxième énorme épidémie au Brésil qui a continué, qui s'est propagée au Mexique jusqu'à atteindre le sud des États-Unis. Alors, la particularité du virus Zika, c'est que c'est un arbovirus qui est neurotrope, et il va causer donc des désordres neurologiques, et la plus connue étant la microcéphalée. C'est un virus qui est capable de traverser le placenta et infecter le cerveau des fœtus pour ensuite affecter le développement du cerveau de ces fœtus et créer ce qu'on appelle des microcéphalées. Voilà. Donc, d'un point de vue structural, les flavivirus, en fait, sont les virus qu'on connaît les mieux pratiquement avec les alphavirus à l'échelle structurale. Donc vous avez ici une cryoïème d'une particule virale où vous voyez la nucléocapside, l'enveloppe du virus qui vient du réticulum endoplasmique, sur laquelle va s'ancrer une glycoprotéine qui s'appelle la protéine E, qui est en fait constituée de 2 dimères composés de 3 domaines 1, 2 et 3, en tête bêche comme ça, et qui vont couvrir toute la particule virale. Donc, on a beaucoup travaillé au laboratoire sur comment ces virus rentrent dans la cellule, et contrairement au VIH qui fusionne à la membrane plasmique, les flavivirus entrent dans la cellule par endocytose. Ils vont interagir avec des récepteurs, être internalisés par la voie clatrine dépendante par l'endocytose de clatrine dépendante, pardon. Et au niveau des endosomes, le trigger, l'événement moléculaire qui va déclencher la fusion, est le pH, puisque les glycoprotéines vont changer de conformation, trimériser et fusionner avec la membrane endosomale pour libérer l'ARN viral. Et en fait, la particularité de ces virus, c'est qu'ils ont un large tropisme. Ils sont capables d'infecter un tas de cellules, et on ne sait toujours pas s'ils sont capables d'utiliser plusieurs récepteurs selon le virus, le sérotype, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur les récepteurs de ces virus-là, et le premier récepteur qu'on a trouvé est un récepteur qui s'appelle DCSign. En fait, c'est un récepteur qui a la particularité il est sélectivement exprimé à la surface des cellules dendritiques immatures qui sont localisées dans le derme, donc dans le site de passage du moustique. Alors, c'est un récepteur on peut l'imaginer comme un bouquet de tulipes, où la tête des tulipes est représentée par ce qu'on appelle un carbohydrate recognition domain. Et ce récepteur, en fait, est décisif pour l'infection des cellules dendritiques par les 4 sérotypes de la dengue, mais aussi d'autres flavivirus. Et ce qui est relevant ce qui est très pertinent dans ce récepteur-là, c'est que, en fait, tous les flavivirus, avant d'infecter l'homme, doivent faire un cycle réplicatif dans le moustique. Et dans le moustique, ces virus-là vont hijacker toute la machinerie de glycosylation des moustiques, qui est uniquement
aymanoses, en fait, et vont transmettre donc les virus, les particules virales qui vont être couvertes de glycans aymanoses et qui sont les ligands parfaits pour DCSine, parce que ce récepteur est capable de discriminer les glycosylations aymanoses des glycosylations complexes chez l'homme. Et dans le cas de la dengue, il y a 2 sites de glycosylation, l'ASN en position 67 et l'ASN en position 153, et donc on sait que ces 2 résidus-là sont très très importants pour l'interaction avec DCSine, et on pense que ce récepteur-là est en fait un bridge entre l'infection chez le moustique et l'infection chez l'homme. Donc, comme DCSine était sélectivement exprimé par les cellules dendritiques, on savait en fait qu'il existait, que les flavivirus étaient capables d'utiliser d'autres récepteurs qui n'étaient pas DCSine et qui demandaient à être découverts. Et pour trouver ces récepteurs, on a eu la chance de recevoir en fait une banque de chez Jean Wessenbach. C'est une banque de cDNA full length en fait, qui était ordonnée, séquencée et qui contenait pratiquement 8000 clones individualisés. Donc on a fait une analyse bioinformatique de cette banque en recherchant des gènes qui étaient exprimés à la surface de la membrane plasmique et qui pouvaient se comporter comme un récepteur de virus. Donc on en a sélectionné 1728 qu'on a purifié et qu'on a transfecté dans des cellules qui n'étaient pas permissives par le virus pour rechercher donc leur capacité à médier l'infection. Et en fait, ce travail nous a permis de découvrir 2 grandes familles de récepteurs. Les récepteurs qu'on appelle TIM, donc le plus important est TIM1, les récepteurs qu'on appelle TAM, dont le plus important est AXL. Alors ces récepteurs sont en fait des récepteurs qui ont des structures différentes, mais physiologiquement accomplissent la même fonction, qui est celle d'éliminer en fait les cellules apoptotiques qui vont exprimer donc un lipide particulier qui s'appelle la phosphatidylsérine, qui est un signal de type mange-moi des phagocytes. En fait, ce qu'on a montré, c'est que ces récepteurs-là reconnaissaient de la phosphatidylsérine qui était présente à la surface des virions. Et en fait, pour restituer le contexte, cette phosphatidylsérine, elle est acquise par le virus lors de son budding dans la lumière du réticulum endoplasmique, où on voit que la phosphatidylsérine en fait, est localisée dans le feuillet externe de la membrane du réticulum endoplasmique, et donc va être embarquée par le virus lors de sa sécrétion. Et donc c'est ce qu'on a appelé, en fait, ce qui nous a permis de décrire un nouveau mécanisme d'entrée de virus qu'on a appelé apoptotic mimicry, le mimétisme apoptotique, où le virus, en exposant de la phosphatidylsérine à sa surface, se fait passer pour une cellule apoptotique et va utiliser toute la stratégie d'élimination des cellules apoptotiques pour infecter ces cellules. Donc ce mécanisme, il est indépendant, évidemment, de l'enveloppe virale, ce qui est nouveau, et requiert donc l'exposition de la phosphatidylsérine que le virus va acquérir lors de son budding. Voilà. Alors quand on a découvert ça, c'était extrêmement surprenant que la phosphatidylsérine était exposée à la surface de virus, et ça a challengé complètement les dogmes qu'on avait sur la biologie structurale de ces virus. En fait, ces virus-là sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique, puis ils vont suivre le cheminement, la voie de l'exocytose, et au niveau du trans-Golgi, la protéine ici qui s'appelle la PRM, qui chaperonne la protéine E pour pas que ça fusionne dans le réticulum endoplasmique, est clivée par la furine, ce qui va induire des réarrangements structuraux massifs qui vont en fait permettre à la glycoprotéine E de former des dimères et de couvrir toute la particule virale, laissant pas de place à l'exposition à un lipide. Et en fait, donc ça, j'avais discuté beaucoup de ça avec Félix Rey, qui est un spécialiste de ce domaine. On avait des discussions un peu endiablées là-dessus, et quelques semaines après la publication de notre papier, il y a plusieurs laboratoires de biologie structurale qui ont montré qu'en fait, les particules virales des flavivirus existent dans des états conformationnels extrêmement différents, et notamment la plus connue, et celle-ci, c'est ce qu'on appelle les partially mature virus. Ce sont des virus un peu hybrides qui ont une partie des virus matures et une partie des virus matures due en fait
un clivage de la furine totalement inefficient dans la voie de sécrétion. Donc on le voit très bien, ces particules virales ici en microscopie, en cryo-IM. Donc voilà, donc ce qui montre qu'en fait, ces particules virales vont donc exposer de la phosphatidylsérine et pouvoir interagir avec les récepteurs. Et ça, c'était une revue que Félix Rey a fait, voilà, où il parle donc d'hétérogénéité de la structure des flavivirus et l'implication dans l'entrée virale, avec la notion que différentes structures peuvent utiliser différents récepteurs. Donc vous voyez ici que les particules virales matures, dont la protéine E couvre complètement la membrane virale, ne sont pas accessibles aux récepteurs TIM et TAM, et en fait vont utiliser d'autres récepteurs que nous sommes en train de chercher, alors que les virus qu'on appelle partially matures, en fait, vont exposer en fait de la phosphatidylsérine, des patchs de membrane de la phosphatidylsérine, donc ils vont pouvoir interagir avec les récepteurs TIM-TAM et utiliser ce mécanisme apoptotique mimicry pour infecter les cellules. Donc on a caractérisé un de ces récepteurs, TIM1. Alors TIM1, il a la particularité d'être exprimé dans la dernière couche épithéliale de l'épiderme, dans le site de passage du moustique. Et on a montré qu'en fait, par des technologies de turf microscopie, que ce récepteur en fait était constitutivement internalisé par la voie catrine dépendante, donc il était en endocytose permanente, et que ce mécanisme était en fait dû à une ubiquitination de deux lysines qui sont localisées dans sa queue cytoplasmique, qui permettent donc au virus, qui donne le signal d'endocytose pour le virus. Et en fait, c'est ce qu'on a montré, c'est que ces récepteurs TIM1 ubiquitinés qui interagissent donc avec la particule virale vont être en fait reconnus par un complexe qui s'appelle l'escort complexe, l'escort 0, et notamment une protéine qui s'appelle STAM1, qui fait partie de cet escort complexe, pour donc acheminer les particules virales dans l'endosome et les amener au bon site de fusion membranaire. Le deuxième récepteur qu'on a très bien caractérisé est le récepteur qui s'appelle AXL dans le cadre de l'infection par le Zika. Donc il y avait quelques semaines après l'épidémie Zika, donc nous on avait beaucoup travaillé sur le Zika en amont, on avait déjà identifié des récepteurs de Zika. Il y avait une étude qui a été publiée dans Stem Cell qui montrait, une étude de single cell RNA-seq, qui montrait qu'en fait le récepteur AXL était exprimé dans les cellules, du moins les ARN du récepteur AXL pouvaient être exprimés dans les cellules astrocytaires et radiales gliales et voire microgliales du cerveau chez la souris, et que ce récepteur pouvait être un candidat récepteur pouvant expliquer le tropisme de Zika pour le cerveau. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec Pierre Gressens à Debré, où on a eu accès à des coupes de fœtus à différents stades, des coupes de cerveau de fœtus à différents stades de développement, et on a pu montrer qu'en fait, que AXL était exprimé essentiellement sur les astrocytes, sur les cellules radiales, sur les cellules microgliales, et que toutes ces cellules-là étaient donc des cibles infectées par le virus. Et on a détaillé en fait le mécanisme d'interaction de AXL avec le virus, et on a montré que en fait AXL reconnaît la phosphatidylsérine qui est exposée par les virions Zika au moyen de son ligand naturel qui s'appelle Gas6, qui en fait va bridger la particule virale sur le récepteur, et en fait, et donc permettre l'internalisation de ce récepteur. Et en même temps, en fait, on a découvert que la fixation des particules virales, des complexes en fait Zika Gas6 sur AXL, en fait, ces complexes-là jouaient le rôle de superagonistes d'AXL, induisaient donc la phosphorylation de ce récepteur AXL et déclencher une cascade de voies de transduction du signal qui aboutissait à l'uprégulation d'une protéine qui s'appelle SOX1 et SOX3, et ce qui a pour conséquence de bloquer complètement l'immunité innée contre le virus et de créer donc un environnement favorable pour le virus. Donc on voit ici que ce récepteur a une double fonction, une fonction d'endocytose et une fonction de signaling pour bloquer la réponse immunitaire. Et on a trouvé deux drogues, en fait, deux molécules, en fait, une qui est connue, qui s'appelle R428, qui a été testée dans certains cancers,
en fait, cette molécule-là bloque l'infection médiée par Zika en empêchant la phosphorylation d'AXL. Et la deuxième molécule qu'on a trouvée, c'est une molécule qui s'appelle le MYD1, qui est en fait un leurre d'AXL. C'est ce domaine-là d'AXL qui a été muté de façon à ce que Gas6 a une affinité de l'ordre de picomolaire. Et cette molécule, en fait, bloque l'infection en trappant Gas6 et en empêchant le virus de se fixer sur la cellule. Donc je vais terminer ma présentation en vous parlant d'une autre épidémie qu'on a étudiée, qui concerne le virus chikungunya. Je suppose que vous avez tous entendu parler de ce virus. C'est un virus qui a été isolé en Afrique, qui a fait quelques épidémies au Kenya et qui a émergé ensuite notamment à l'île de la Réunion, où il y a eu un tiers de la population en 2005 qui était symptomatique. Le virus est propagé ensuite en Asie, créant d'autres épidémies ici en Inde, pour ensuite passer dans les îles Caraïbes, et notamment à Saint-Martin, où il a fait encore une importante épidémie en 2013 et en 2015. Et là, le virus, en ce moment, circule un petit peu partout, et notamment en Amérique du Sud, au Brésil. Et en fait, on sait maintenant comment ce virus a émergé, parce que quand on a séquencé les virus lors de l'épidémie de la Réunion, on s'est aperçu que les virions possédaient une mutation, en fait, dans la glycoprotéine qui s'appelle E1, une mutation A226V, qui a permis au virus, en fait, de s'adapter aux moustiques qui circulaient dans la région, donc l'Aedes albopictus, tout en gardant sa compétence pour son vecteur originel, qui est l'Aedes aegypti. Donc, alors, le chikungunya, c'est un alphavirus. C'est un virus ARN positif qui fait partie des alphavirus arthritogéniques, on va y revenir. Donc on le connaît extrêmement bien à l'échelle structurale, notamment les travaux de Félix qui ont pu cristalliser la E2 avec la E1. Donc vous voyez ici une cryo-IM de la particule virale. L'ARN viral est encapsidé par la capside virale, une membrane lipidique sur laquelle vient s'ancrer deux glycoprotéines, la protéine E2, qui est la protéine qui permet l'interaction avec les récepteurs de chikungunya, et la protéine E1 qui est chaperonnée par la E2 et qui est impliquée dans le mécanisme de fusion. Alors c'est un virus qui, regardez, il code que pour 7 protéines, 3 protéines structurales qui vont composer la particule virale et 4 protéines non structurales qui sont impliquées dans la réplication du virus et l'échappement au système immunitaire. Alors, ce virus, donc, il est transmis à l'homme par la piqûre du moustique. Au niveau de la peau, il va infecter essentiellement les fibroblastes et les cellules épithéliales de l'épiderme, va ensuite passer dans la circulation pour atteindre ces sites préférentiels de réplication qui sont les articulations et les muscles, en fait. Et donc il va créer des pathologies qui vont corréler à son tropisme, et ça va être essentiellement des polyarthrites, des myalgies, donc des douleurs musculaires très très fortes qui peuvent durer des semaines et des mois après l'infection par le virus. Et donc, en fait, en langage makondé, chikungunya, ça veut dire l'homme qui marche courbé en avant, c'est-à-dire comme ça. En fait, ça montrait l'incapacité des personnes qui étaient infectées par chikungunya d'accomplir des tâches de tous les jours, et ils étaient tellement contractés qu'ils étaient courbés, quoi. Et donc, on ne savait pas pourquoi le virus ciblait spécifiquement les cellules musculaires et les articulations. Et en fait, pour répondre à cette question qui était majeure dans le domaine, on a réalisé en fait un crible CRISPR-Cas9 dans lequel on a fait exprimer dans des cellules haploïdes une banque de gRNA, de façon à avoir en moyenne un gRNA par cellule. Donc nous avons infecté ces librairies avec une souche, la souche qui a créé l'épidémie à La Réunion, qu'on appelait CHIK21. Et en fait, le virus chikungunya étant cytopathique, uniquement les cellules qui vont perdre un gène important pour le virus vont proliférer, et on peut ensuite facilement, par séquençage,
comparer les gènes enrichis par rapport à la population initiale. Et quand on regarde ce qui sort dans ce crible, on a le hit majeur de ce crible est une protéine qui s'appelle FHL1. Alors FHL1, c'est ça. FHL1, ça veut dire For and Alive Limb Domain Protein. C'est une protéine qui est exprimée sur le chromosome X, qui existe sous 3 formes. Une forme cytoplasmique qui s'appelle FHL1A, 2 formes nucléaires, FHL1B et C, et qui sont caractérisées toutes par ce qu'on appelle des domaines LIM. C'est des domaines en doigt de zinc, comme ça, donc LIM1, LIM2, LIM3, LIM4 dans le cas de FHL1. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que cette protéine, qui n'était pas du tout connue dans le cas d'aucun virus, est justement abondamment exprimée dans les muscles, abondamment exprimée dans les fibroblastes, qui sont les cibles naturelles de ce virus. Et la fonction physiologique de FHL1 est pour l'instant mal comprise. Il y a des datas qui montrent que ça pourrait jouer un rôle dans la différenciation des muscles, dans l'assemblage des sarcomères, dans la régulation de la masse musculaire, mais pour l'instant, personne n'a démontré ça. Et dans cette diapositive, vous montre qu'on a testé toutes les souches de chikungunya qui ont circulé, qui ont créé des épidémies, et toutes ces souches-là sont dépendantes de cette protéine FHL1. Donc, FHL1 est utilisé par aucun virus qu'on a testé. On en a testé toute une panoplie, sauf un seul, qui s'appelle ognognon. En fait, c'est un alphavirus qui est transmis par les moustiques anophèles et qui est phylogénétiquement très proche de chikungunya. C'est un cousin, quoi. Alors, il y a dans la vie des mutations dans FHL1 qui ont des conséquences importantes, puisque ça crée donc, sont responsables de myopathie chez l'homme. Et donc, une de ces mutations, une de ces maladies, du moins une des maladies les plus connues, c'est la maladie d'Emery-Dreyfus, la dystrophie d'Emery-Dreyfus. Alors, ça, c'est une photo que m'a donnée notre collaboratrice Gisèle Beaune, où on voyait les patients qui souffrent de cette mutation, en fait, ont des problèmes énormes problèmes musculaires, des problèmes articulaires très importants, des problèmes cardiaques, un peu comme quand j'ai vu ces images, j'ai pensé un petit peu à ces patients qui étaient infectés par le chikungunya, qui étaient complètement courbés dû à des problèmes articulaires. Et en fait, on a eu accès, grâce à notre collaboration avec Gisèle Beaune, aux cellules primaires de ces patients-là. Donc on a eu accès à des myoblastes et à des fibroblastes. Donc CM, c'est contrôle, P, c'est des patients. Donc ces patients-là n'expriment pas de FHL1 naturellement, que ce soit dans les myoblastes ou dans les fibroblastes. Et ces cellules-là sont résistantes à l'infection par chikungunya. Donc ça, c'était un résultat assez spectaculaire et qui montrait donc l'importance de FHL1 dans l'infection de ces cellules. Et ce qui était très important, c'est que quand on réintroduit FHL1 par génie génétique, ces cellules redeviennent infectables, donc ce qui montre que FHL1 est un facteur essentiel à l'infection de ces cellules par le chikungunya. Et donc voilà, une manip très importante que nous avons réalisée avec mon collègue Marc Lecuy à l'Institut Pasteur, et la suivante. Marc avait développé des modèles animaux de chikungunya dans les années 2008-2009, voilà, et en fait, il arrivait à infecter des souriceaux avec chikungunya et reproduire en fait ce qui étaient les pathologies associées à chikungunya. Donc donc il était capable de reproduire le tropisme de chikungunya dans ces souris. Donc on a eu la chance d'obtenir des souris contrôle, évidemment, et des souris qui sont knock-out pour FHL1, donc des souris mâles en fait, qu'on a injectées intradermiques avec des particules virales chikungunya. Et vous voyez ici que dans le cas contrôle, donc le virus se multiplie extrêmement bien dans les muscles et dans les articulations, alors que dans le cas des cellules qui sont knock-out pour FHL1, le virus est incapable de se répliquer, de produire de particules virales. Et ce qui est impressionnant, c'est cette image. Vous voyez ici que dans les souris, dans les muscles de souris qui sont FHL1 wild type, donc le muscle est complètement nécrosé dû à l'infection par le virus, alors que le muscle des souris qui ont été infectées par des souris knock-out qui ont été infectées par FHL1 est complètement sain. Alors, on a voulu savoir s'il n'y avait pas, comme ces virus codent que quelques protéines, on s'est aperçu en fait que ce virus-là, que cette protéine-là, en fait, FHL1, interagissait
avec une protéine virale qui s'appelle NSP3, dont la fonction, c'est une protéine énigmatique dans le chikungunya. On sait qu'elle est importante dans la synthèse de l'ARN viral, donc on ne connaît pas bien la fonction de cette protéine. Donc cette protéine détourne en fait FHL1 de son contexte naturel pour en fait participer à la réplication du virus. Alors on sait que le FHL1 donc, va interagir avec un NSP3, et donc la réplication de ces virus-là est particulière puisqu'elle se fait, comme le montrent ces images de microscopie électronique, dans ce qu'on appelle des sphérules, en fait, qui sont des invaginations de la membrane plasmique dans lequel le virus va répliquer son génome de manière à le protéger de toute attaque du système immunitaire et de concentrer tous les acteurs de la réplication virale. Donc, on sait que FHL1 joue un rôle dans la formation de ces sphérules, parce que dans les cellules qui sont knock-out pour FHL1, ces sphérules n'apparaissent plus. Donc, cette interaction avec FHL1 et NSP3, nous pensons qu'elle est très très importante dans la physiopathologie de chikungunya. Nous pensons que c'est le driver du déclenchement de la maladie. Donc ce sont des aspects que nous travaillons avec Marc Lecuy sur des modèles in vivo. On étudie aussi avec Gisèle Beaune le rôle accompli par cette protéine dans la biologie du muscle. On ne connaît pas la fonction de cette protéine in vivo. On travaille comme des fous, on ne comprend pas encore comment cette protéine régule la réplication du chikungunya. Avec Félix Rey, on a commencé des études pour essayer de déterminer la structure atomique de ce complexe, et on a récemment screené une librairie de plus de 10 000 composés, et on a trouvé des inhibiteurs de cette interaction que nous sommes en train d'évaluer. Voilà. En conclusion de cette présentation, je vous ai montré, donc, je vous ai parlé de la découverte de CXCL12, le ligand de CXR4 et son implication dans l'entrée du VIH et d'autres fonctions cellulaires. Je vous ai parlé de l'identification de récepteurs de flavivirus et du mécanisme de mimétisme apoptotique comme une nouvelle stratégie d'entrée virale. Je vous ai parlé de la découverte des récepteurs TIM et TAM et leur rôle distinct dans l'infection par les flavivirus. La découverte que le tropisme de chikungunya dépend d'une protéine cytoplasmique qu'on appelle FHL1 et que cette protéine FHL1 est détournée de sa fonction naturelle par la protéine virale NSP3 pour permettre la réplication du virus. Voilà. Je voudrais terminer ma présentation avec cette diapositive pour faire un petit peu l'apologie de la virologie. Je vous ai montré au cours de cette présentation que les virus sont responsables de maladies et ces épidémies sont de plus en plus fréquentes. Et nous allons, quoi qu'il arrive, faire face à de nouvelles épidémies. Nous n'aurons pas le choix que d'étudier les agents pathogènes, les virus qui sont responsables d'épidémies. Nous n'aurons pas le choix de comprendre comment ils se répliquent, comment ils interagissent avec la cellule hôte. Je vous ai dit aussi que les virus ne sont pas que mauvais pour notre organisme. Et j'ai illustré ce que je veux dire par ce papier-là qui est sorti dans Nature, qui montre que grâce aux technologies de métagénomique, il existe 10 puissance 31 virus. Il existe 10 puissance 31 virus sur Terre, ce qui est incroyable. Et donc, ce qui vous montre que l'incroyable diversité du monde viral. Donc, sachant que sur ces 10 puissance 31, il y en a 10 puissance 13 qui habitent avec nous, donc nous sommes un réel écosystème, et dans les années qui vont venir, quand on va comprendre comment ces virus fonctionnent, leur hôte, donc nous allons faire face à une avalanche d'informations qui va complètement changer notre façon de voir notre biologie. Et je ne vous parle même pas des virus marins. La plupart des virus, sur les 10 puissance 31, la plupart sont marins. Et sachant que nos océans sont 80% microbiens, on peut facilement imaginer que les virus vont jouer un rôle fondamental dans le contrôle de nos écosystèmes, comme par exemple réguler les cycles carbone-oxygène qui sont nécessaires à notre atmosphère. Voilà.
Je voulais dédier mon prix à 2 personnes qui nous ont malheureusement quittés en 2021, en 2020 et en 2021. Donc je remercie, je dédie ce prix à Jean-Louis Virulisier, qui a été mon mentor, qui m'a accueilli à Pasteur dans un moment clé sur la recherche sur le VIH. Donc Jean-Louis était un éminent immunovirologiste, comme il aimait dire, et aussi un passionné de flamenco et d'Andalousie. Donc c'est là où il repose. Je ne peux pas oublier mon collègue et ami Renaud Mailleux, qui a fait ses classes à l'Institut Pasteur avec moi, qui est sous la direction d'Antoine Gessin, qui a été le mentor de Laurent Mertens dans mon laboratoire, et qui est parti continuer sa carrière à Lyon et qui nous a malheureusement quittés en 2020. Évidemment, je voudrais remercier tous les membres de mon équipe, et je vais les citer un par un parce qu'ils ont tous été exceptionnels. Laurent, Vassilia, Claudia, Luc, Marie, Laurine, Jean-Michel Mouina, Constance, Julien, Sylvain, ainsi que tous les membres anciens de mon laboratoire, avec une pensée particulière pour Pierre-Yves Lozac, Lola Fernandez, Xavier Carnec, Lucie Bonnet-Madin et Lamine Firassou. Donc je suis un pasteurien dans l'âme, même si je suis à Saint-Louis. Et je voudrais remercier tous mes collègues de Pasteur avec qui j'ai travaillé, notamment Olivier Schwartz, Félix Ray, avec qui j'ai eu des interactions scientifiques incroyables et d'une grande richesse, Marc Lecuy, Fernando Arenzana, Françoise Bachellery, mes collègues de toutes les équipes de l'unité dans laquelle je fais partie, notamment l'unité, l'équipe qui est dirigée par Pascal et par Emmanuel Fabre, par Jean Soulier et évidemment Hugues Detet. Je remercie Hugues particulièrement. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, il m'a donné un conseil. Il m'a dit « Ali, il faut rester focalisé sur une seule question ». C'était un conseil qu'il a donné en fait à tous les jeunes PI qui démarraient leur équipe et qui en fait est d'une vérité imparable. Voilà. Et mes collègues en fait du Theodor Kocher Institute à Zurich, Marco Badiolini et Bernard Moser, avec qui on a fait toutes ces études là sur SDF1, ainsi que d'autres collègues de Debré et de l'Institut Cochin.